Pour 2050, le changement climatique, il est quasiment déjà écrit. C'est-à-dire que si on arrive à stabiliser les émissions de dioxyde de carbone ou si on continue à augmenter les émissions comme aujourd'hui, finalement, pour l'échéance 2050, ça va pas faire une grande différence. Par contre, pour 2100, ça fait une énorme différence en fonction de la trajectoire des émissions de dioxyde de carbone. Bonjour, je suis François Lassagne, rédacteur en chef du média Pour la Science. Soyez les bienvenus dans À l'écoute de la science, le podcast réalisé en partenariat avec le Collège de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une rencontre avec le climatologue François-Marie Bréon. Il est directeur adjoint du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et a été titulaire de la chaire annuelle Avenir commun durable au Collège de France pour l'année universitaire 2024-2025. C'est un spécialiste de l'observation spatiale de l'atmosphère et du cycle du carbone. Il a contribué au 5e rapport du GIEC. Avec lui, nous allons comprendre d'où viennent les données utilisées pour prendre la température de la planète, comment fonctionnent les modèles climatiques et ce qu'ils peuvent nous apprendre de plus ou moins certain sur notre futur. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à François-Marie Bréon ce qui le rendait optimiste. Je ne vends pas la mèche, mais vous verrez, être climatologue n'empêche pas de garder un œil positif sur l'avenir. Bonne écoute! Je vais commencer, François-Marie Bréon, par, si on le peut, esquisser un portrait de ce qu'est le réchauffement climatique aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un portrait chiffré, actualisé, sans se noyer dans trop de chiffres? Par exemple, en allant chercher la valeur de l'augmentation de la température moyenne par rapport à la période de référence, la concentration atmosphérique des différents gaz à effet de serre, les différentiels régionaux, l'élévation de niveau des mers, les pertes de masse des glaces polaires. Ça fait beaucoup d'indicateurs. Si on doit aujourd'hui dire le réchauffement climatique, voilà, il y a quelques chiffres à retenir, quelques ordres de grandeur. Lesquels on peut choisir? Alors, on peut peut-être commencer par les causes du changement climatique. Les causes du changement climatique, ce sont les émissions humaines de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre. Et donc, au début du XXe siècle, ces émissions elles étaient de l'ordre de quelques milliards de tonnes ou gigatonnes par an. Et aujourd'hui, ces émissions sont de 40 gigatonnes. Donc, 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone sont mises dans l'atmosphère chaque année. Ça n'augmente plus aussi vite que ça a augmenté dans les années 90-2000. Il y a une relative stabilisation, mais il n'y a pas encore de baisse de ces émissions. Donc, stabilisation des émissions, mais toujours à un niveau très élevé. Par conséquent, la concentration de dioxyde de carbone continue à augmenter. Aujourd'hui, on a dépassé 420 ppm. Donc, ça veut dire ppm, c'est parties par million, avec une augmentation qui est de, alors ça dépend des années, mais l'ordre de grandeur, c'est 3 ppm chaque année. Donc l'augmentation du CO2, c'est un demi% typiquement chaque année, et ça s'accumule. Donc augmentation de l'effet de serre qui conduit à une augmentation des températures. Donc, si on compare les températures sur les 10 dernières années par rapport à le début de l'ère industrielle, on va prendre 1850-1900 comme référence, l'augmentation de température est de 1,3 degré. Typiquement, depuis l'année 1970, on augmentait de 0,2 degrés par décennie. Il y a plutôt une accélération sur les 15 dernières années où on est à 0,3 degrés par décennie. Donc, accélération du réchauffement. Et puis donc, un impact sur tout un tas d'indicateurs. Et là, je ne vais pas tous vous les donner, mais vous m'avez cité la perte de masse du Groenland et de l'Antarctique. Donc ça se compte en centaines de milliards de tonnes d'eau chaque année. Et puis, un impact sur le niveau des mers qui est aujourd'hui d'à peu près 4 mm par an. Quand j'ai débuté ma carrière, le niveau des mers montait de un peu moins de 2 mm par an. Et donc, il y a clairement une accélération de cette montée du niveau des mers qui est directement en lien avec le réchauffement climatique. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des différentiels régionaux importants? Et si c'est le cas, quel contraste marquant on peut repérer? Alors, il y a effectivement des contrastes marquants. Et d'ailleurs, quand on dit 1,3 degré d'augmentation de la température, c'est un peu trompeur parce que les terres se réchauffent beaucoup plus vite que les océans. Or, l'essentiel de la biodiversité se trouve sur les terres. À peu près tous les humains se trouvent sur les terres. Donc finalement, peut-être que le paramètre pertinent, c'est pas tellement la température moyenne de la Terre, mais l'augmentation de température moyenne des terres. Et là, on est plutôt à 2 degrés déjà. C'est-à-dire que les terres, si je regarde l'augmentation de température uniquement sur les terres, sans regarder sur les océans, on est plutôt à peu près 2 degrés. Et puis d'autre part, il y a aussi, même à l'intérieur des terres, il y a un contraste avec typiquement les hautes latitudes qui se réchauffent nettement plus vite que les tropiques. Et puis les moyennes latitudes un petit peu entre les deux. Donc oui, des contrastes régionaux, essentiellement ce que j'ai dit, terre-océan et tropiques vers les pôles. Donc la France c'est une terre, donc en gros on observe en France un réchauffement qui est de l'ordre de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle.
On arrive à savoir ça comment ? On a quel type de moyens de mesure déployés pour mesurer ce que sont l'augmentation de la concentration en CO2, si on s'intéresse à cet indicateur-là, à la température, deuxième indicateur important que vous avez cité, et puis la montée des eaux. Je suppose que ce sont évidemment des moyens différents. Est-ce que c'est très concentré ? Est-ce qu'on a quelques points de mesure ? Est-ce que c'est très diffus ? Alors ça dépend vraiment des paramètres. On peut commencer par la température. La température, elle a été mesurée pas tellement pour des objectifs climatiques, c'était d'abord des objectifs météorologiques. Donc les mesures en fait de température assez bien distribuées dans le monde, ça a commencé à peu près en 1850. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de stations de mesure aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque, mais quand même déjà en 1850, il y avait suffisamment de points de mesure pour qu'on puisse se faire une idée de la température moyenne de la Terre, des anomalies de température de la Terre. Donc, au début, c'était par des stations météorologiques, comme tout le monde on a déjà vu. Alors, pour ce qui est de la concentration en dioxyde de carbone, mesurer la concentration de dioxyde de carbone, c'est pas si facile que ça. Ça demande vraiment une instrumentation assez précise. Et les mesures qui étaient faites avant 1950, en fait, elles étaient pas très précises, quoi. Donc, les mesures vraiment précises, ça a commencé à la fin des années 50, avec 2 stations, une sur les îles Hawaï, à Mauna Loa, et puis une au pôle Sud. Et ça a répondu à une question scientifique qu'il y avait à l'époque. Est-ce que la concentration de dioxyde de carbone augmente dans l'atmosphère puisqu'on brûle des combustibles fossiles ? Ou en fait, non, tout ça, de toute façon, tout le CO2, il est absorbé par la végétation et par les océans, donc ça n'a pas d'impact sur la concentration. C'était une vraie question à l'époque. Et donc, ces stations de mesure, ces mesures simplement à 2 endroits dans le monde, ont permis de répondre à la question, oui, le dioxyde de carbone, la concentration augmente dans l'atmosphère. En fait, le dioxyde de carbone, c'est quelque chose qui se mélange très rapidement dans l'atmosphère, sur des échelles de temps qui se comptent en mois ou en années. Et par conséquent, si on veut avoir une idée de la concentration et de son augmentation, il n'y a pas besoin d'avoir des stations partout. Finalement, à une station donnée, on voit année après année combien ça augmente. Il y a d'autres objectifs scientifiques qui font qu'on a besoin de stations un peu plus partout dans le monde, mais c'est pas tellement pour connaître la concentration moyenne, c'est pour essayer de savoir où sont les sources et les puits de dioxyde de carbone. Et le niveau des mers, là pour le coup, il y a des marégraphes qui existent depuis très longtemps dans les ports. Donc il y a des séries temporelles. En France, il y a 2 séries temporelles qui sont très longues à Brest et à Marseille. Ensuite, on a installé des marégraphes un peu partout qui nous permettent de remonter un peu dans le temps. Ceci dit, les stations de mesure du niveau de la mer qui sont faites au niveau des ports, quelquefois c'est un peu difficile à interpréter. Est-ce que si vous voyez un signal qui monte, est-ce que c'est vraiment la mer qui monte ou est-ce que c'est la Terre qui descend, par exemple ? Et du coup, voilà, pour les 3 paramètres dont j'ai commencé à parler, température, concentration et niveau des mers, en fait, depuis une quarantaine d'années, maintenant, il y a des satellites qui permettent de mesurer ça. Donc, au début, c'était vraiment pour des applications météorologiques, de prévision du temps. Mais évidemment, ces mesures sont extrêmement utiles pour comprendre le climat et pour regarder comment ça évolue. Le niveau des mers, c'est quelque chose dont les mesures ont commencé en 1993, sauf erreur de ma part, donc ça fait un peu plus de 30 ans. En gros, il y a un satellite qui envoie un signal radar et puis qui mesure, on mesure finalement le temps que met ce signal à faire l'aller-retour entre le satellite et la surface, donc quelques centaines de kilomètres. Et ça, on arrive à mesurer au centimètre près. Et en moyennant les mesures, on a une idée du niveau moyen des mers, des anomalies à 1 millimètre près, en fait. Et donc, on voit très bien ça. Ça, c'est très utile. Et puis, la concentration de dioxyde de carbone, ça, c'est plus compliqué. Ça commence, mais on a encore du mal à voir le niveau de précision qu'on cherche. Et pourtant, la France a lancé au mois de juillet dernier une mission qui s'appelle Microcarb, dont l'objectif prioritaire est justement de mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Vous avez évoqué très vite la possibilité de repérer des puits ou des sources de CO2. Je vais poser la même question pour le méthane, qui peut-être fait l'objet de mesures par satellite peut-être plus faciles, plus précises déjà. Il y a un enjeu assez fort de savoir si, par exemple, déforester ou reforester va avoir un impact. Est-ce qu'on sait faire ça aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une résolution dans l'espace suffisante pour, avec plusieurs satellites, être capable de dire là, il y a du CO2 qui sort ou au contraire qui est absorbé, là, il y a du méthane qui sort ou au contraire qui est absorbé. Est-ce que c'est déjà possible ou est-ce que c'est encore un objet de recherche et on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour avoir des indicateurs précis et faire du tracking des émetteurs ? Alors, la réponse est vraiment différente pour le méthane et pour le dioxyde de carbone. Donc, je commence par le méthane et la réponse à votre question, là, elle est oui. Les satellites d'observation du méthane à haute résolution spatiale ont déjà permis de détecter et de
quantifier un certain nombre de sources sur des pipelines de transport de méthane. Aussi, ils ont été capables de mettre en évidence que les champs d'extraction de méthane, en particulier de gaz de schiste aux États-Unis, étaient des sources de méthane importantes. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui existent comme ça. On a pu quantifier ça pour le méthane. Le CO2, le dioxyde de carbone, c'est plus compliqué pour plusieurs raisons. D'une part, il y a déjà beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et donc, quand il y a une source locale, en fait, son impact local, il est finalement assez faible, donc plus difficile à voir. Et puis aussi, on connaît déjà assez bien finalement les émissions de dioxyde de carbone. Hein. On sait combien de pétrole, de gaz on consomme dans la ville de Paris. Donc les émissions de Paris sont déjà relativement bien connues. Il y a quand même des incertitudes. Mais du coup, quand on connaît quelque chose déjà assez bien, c'est difficile d'améliorer encore notre connaissance. Alors que sur les méthanes, on n'avait pas la moindre idée des fuites qu'il pouvait y avoir sur les pipelines. Donc c'est assez facile finalement de dire « Ah ben tiens, oui, on se posait la question, bah oui, il y a bien une fuite à cet endroit-là. » Les mesures satellites de CO2, les objectifs sont un peu pour détecter les sources anthropiques dues aux activités humaines, mais c'est beaucoup aussi pour comprendre les puits. En fait, aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que les activités humaines mettent dans l'atmosphère typiquement 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Mais si on regarde un peu combien le CO2 augmente dans l'atmosphère chaque année, on n'en retrouve que 20, que la moitié. Ça veut dire qu'il y a des puits un peu partout dans le monde qui absorbent l'ordre de grandeur, c'est 20 milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Et par d'autres méthodes, on sait qu'il y en a, typiquement, il y en a 10 qui partent dans les océans et il y en a 10 qui partent dans la végétation. C'est pas les chiffres exacts, mais c'est ça les ordres de grandeur. Et on a besoin de comprendre un peu mieux ça, quoi. On a besoin de savoir, mais où exactement ça part dans les océans, où exactement ça part dans la végétation. Et est-ce que il y a des années qui sont... on sait qu'il y a des années qui sont plus favorables que d'autres pour la végétation. On a besoin de mieux comprendre ces puits de carbone, déjà pour savoir si ça va continuer dans le futur, en fait. Et aujourd'hui, la nature nous aide. Aujourd'hui, la nature limite l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et donc limite l'augmentation de l'effet de serre. Combien de temps ça va durer comme ça ? Est-ce qu'on peut compter sur la végétation, est-ce qu'on peut compter sur l'océan pour continuer à nous aider dans les décennies qui viennent? Et donc pour ça, on a besoin de savoir où ils sont pour comprendre les processus qui sont à l'origine de ces puits pour pouvoir les anticiper dans le futur. Alors, vous faites une transition toute trouvée avec la question suivante, parce qu'on a parlé là de la capacité à mesurer. On a tous, je pense, entendu parler des modèles du GIEC. Le GIEC utilise des modèles, les réunit, les compare, pour produire ensuite des scénarios pour dire ce que pourra être le futur. Est-ce qu'on aura un futur avec un peu de réchauffement, beaucoup de réchauffement, moins de réchauffement? Alors, j'ai deux questions en une. D'abord, c'est quoi ces modèles du GIEC? Un modèle climatologique utilisé par le GIEC, ça ressemble à quoi? Et puis la deuxième question qui lui est lié. Une fois qu'on sait ce que sont ces modèles, comment on passe de ces modèles de climatologie à un rapport de synthèse? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de climat ? Un modèle de climat, c'est la même chose qu'un modèle de prévision météorologique, celui qui permet d'anticiper quelle sera la météo la semaine prochaine. C'est-à-dire que c'est un truc qui tourne sur un ordinateur. Donc, on a mis en équation la dynamique des fluides dans l'atmosphère. On a mis en équation le fait qu'il y ait des nuages ou il n'y ait pas de nuages en fonction de l'humidité, de la température, des choses comme ça. On a mis en équation les courants marins. Et puis, on fait tourner tout ça pour anticiper avec la dynamique des fluides. La dépression qui est à tel endroit, elle va se retrouver ici dans quelques jours. Simplement, quand vous faites une prévision météorologique à 15 jours, vous pouvez supposer que la forêt de Fontainebleau, elle sera toujours là dans le 15 jours, que le Groenland, il aura toujours la même épaisseur, et que le Gulf Stream, il sera toujours là. Par contre, si vous faites une anticipation de ce qui va se passer dans 50 ans ou 100 ans, vous êtes obligé de dire, tiens, peut-être que le Groenland, il va perdre de la masse, donc il va mettre de l'eau douce dans les océans, que ça va avoir un impact sur la circulation océanique, qui va se mettre à moins pleuvoir en France, et que donc la forêt de Fontainebleau, elle va mourir, quoi. Tout ça pour dire que dans un modèle de climat, vous êtes obligé de rajouter des briques à votre modèle météo pour calculer la dynamique du Groenland, pour calculer la dynamique des courants marins et puis pour calculer la dynamique de la forêt de Fontainebleau. Alors, des modèles de climat comme ça, il y en a une trentaine finalement dans le monde. Il y en a 2 qui sont développés en France. Un par les laboratoires de la région parisienne qui se sont mis en fédération. Tiens, toi, tu vas développer ça, moi, je vais développer ça et puis à la fin, on mettra tout ça ensemble. Puis, il y a un modèle de climat aussi qui est développé par Météo France sur la base de son modèle de prévision météorologique. En Allemagne, il y en a aussi, en Angleterre, il y en a, en Australie. Donc, une trentaine de modèles qui sont capables de faire ça. Dans le cadre des exercices du GIEC, en amont à la rédaction des rapports du GIEC, on prévoit des exercices. On va faire tourner tous les modèles de climat
avec les mêmes contraintes. Donc, c'est-à-dire, on va dire, tiens, supposons que le CO2, il va continuer à augmenter de 0,5% par an. Et puis, prévoyez-moi quel va être le climat si le CO2 augmente de 0,5% par an. Puis, on va faire d'autres scénarios. Supposons que le CO2, il se stabilise à 480 ppm. Qu'est-ce qui va se passer? Tous ces modèles, on les fait tourner avec les mêmes choses. Et puis, on regarde un petit peu ce qu'ils disent. Et puis, on regarde ce sur quoi ils sont en accord et ce sur quoi, éventuellement, ils sont en désaccord. Donc, on va dire, tiens, on va s'apercevoir, OK, tous les modèles de climat nous disent que la température va augmenter, mais il y en a qui nous disent on va arriver à 2 degrés pour la même concentration de CO2, et puis d'autres qui disent on va arriver à 3 degrés. Ça nous donne un petit peu la marge d'incertitude. Voilà. Donc, ça nous donne, non, d'une part, la valeur moyenne, donc qui est la meilleure estimation, et puis d'autre part, l'incertitude. Puis d'autre part, on va regarder pas seulement la température, par exemple, les précipitations. Donc là, la plupart des modèles du climat nous disent que le bassin méditerranéen va s'assécher. Donc, c'est un résultat qui est assez fiable. On peut dire probablement que c'est la vérité. C'est pas une preuve, mais c'est probable. Par contre, il y a des modèles de climat qui disent que l'Amazonie va y avoir plus de précipitations. D'autres modèles de climat qui disent que l'Amazonie va y avoir moins de précipitations. Donc, ça nous permet de dire, on ne sait pas. Donc, c'est très utile d'avoir une variété de modèles de climat qui ont été développés de manière relativement indépendante pour justement voir quelles sont les évolutions du climat qui sont fiables et quels sont ceux qui ne sont pas fiables. Donc ça, quand on fait des comparaisons de ces modèles de climat, ça fait des articles scientifiques qui sont publiés dans la littérature scientifique. Et après, pour élaborer un rapport du GIEC, le rapport du GIEC, il ne travaille pas directement sur les modèles. Le rapport du GIEC, il va aller lire les publications scientifiques et il va faire une synthèse de ça. Alors, il va faire une synthèse d'une part sur les résultats de modèles, mais il va faire aussi une synthèse sur tous les résultats d'observation, sur la compréhension de la physique, et il va dire, tiens, ça, on comprend bien, éventuellement, ça, on comprend pas bien. Donc, j'insiste sur le fait que le GIEC ne fait absolument pas de recherche. Le travail du GIEC, c'est de faire une synthèse des publications scientifiques, et parmi ces publications scientifiques, il y en a qui ont été faites pour être dans le rapport du GIEC. C'était vraiment avec un objectif d'être un input des rapports. En synthèse, qu'est-ce qu'on peut retenir des changements climatiques attendus pour 2050, 2100, dans ce que serait le dernier rapport du GIEC 2021 ? Il y a quoi à en retenir ? Parce qu'en France, on parle de plus 3,2 jusqu'à plus 4. L'État se positionne sur plus 4 degrés. Qu'est-ce qu'on a intérêt à retenir de clair ? Pour 2050, finalement, le changement climatique, il est quasiment déjà écrit. C'est-à-dire que, quel que soit, si on arrive à stabiliser les émissions de dioxyde de carbone ou si on continue à augmenter les émissions comme aujourd'hui, finalement, pour l'échéance 2050, ça va pas faire une grande différence. Par contre, pour 2100, ça fait une énorme différence en fonction de la trajectoire des émissions de dioxyde de carbone. Donc, on sait que le réchauffement, il va continuer. Je vous ai dit tout à l'heure, on était à 0,2 degrés par décennie. Maintenant, c'est sur la France, sur les terres, c'est plus que ça. Donc, on sait que sur la France, d'ici à 2050, on va très probablement prendre 1 degré supplémentaire. J'insiste sur le fait que l'enjeu, c'est pas tellement sur 2050, parce que c'est déjà écrit, c'est vraiment ce qui va se passer plus tard. Et est-ce qu'on se met sur une trajectoire où, en gros, en 2050, on aura à peu près stabilisé, donc on va se prendre 0,6 degrés de plus, mais après, il n'y en aura pas d'autres, ou au contraire, après, il y aura encore 2 degrés de plus d'ici la fin du siècle. Et là, finalement, c'est pas tellement une incertitude climatologique, c'est vraiment une incertitude sociétale. Est-ce que nous, collectivement, nous, à l'échelle des humains des différents pays, est-ce que on arrivera collectivement à réduire les émissions de carbone ? Je rappelle qu'au moment de la COP21 qui a eu lieu à Paris, les États s'étaient engagés à limiter le changement climatique à moins de 2 degrés en restant aussi près que possible de 1,5 degré. Je crois que le phrasé, il était à peu près celui-là. Donc le 1,5 degré, on y est pratiquement. Quand on parle de température, on fait plutôt des moyennes sur 10 ans. Donc, en moyenne, sur les 10 dernières années, on n'est pas encore au 1,5 degré, mais enfin, on va y arriver, c'est une certitude. Donc, cet engagement ne sera pas respecté. L'engagement de 2 degrés, il est encore possible, mais il demande des efforts absolument considérables et pour le moment, on ne le voit pas tellement arriver. Donc, si on se place à l'échéance 2100, il y a quand même une grosse incertitude sur quelle va être l'ampleur du réchauffement climatique. Pour moi, c'est certain que ça sera au moins 2 degrés, mais il est fort crédible que ce soit plutôt 3 ou 4 degrés à l'échelle mondiale, ce qui nous fait basculer dans des choses qui sont assez inimaginables, en fait. Donc, avec des impacts sur les canicules, des impacts sur les précipitations extrêmes, des impacts sur même des zones habitables ou pas. Je veux dire, si la température et le degré d'humidité dépassent certaines valeurs, ça devient vraiment
vraiment extrêmement difficile à vivre. Donc, on peut tenir une dizaine de jours comme ça chaque année. S'il y a la moitié des jours de l'année qui sont comme ça, les zones deviennent inhabitables au sens propre, quoi. Donc, des zones comme l'Indonésie ou les zones tropicales d'Amérique du Sud, avec des très fortes humidités et des températures très élevées, pourraient devenir vraiment inhabitables, quoi. C'est ça dont on parle. Et puis, une montée du niveau des mers aussi, qui est très, très forte. Et puis, des probabilités d'incendie aussi, des conditions propices au feu qui deviennent très importantes. Donc, c'est des choses qui sont désagréables. Donc, on a tout intérêt, en fait, à essayer de le limiter le plus possible, même si l'objectif de 1,5 degré, il est perdu. En fait, on dit souvent chaque dixième de degré compte, parce que les désagréments, finalement, sont moins importants à 1,6 degré qu'à 1,7 degré et à 1,7 qu'à 1,8. Il y a aussi dans les modèles des incertitudes plus sur les phénomènes physiques. Vous avez dit, on modélise des flux d'énergie, des cycles de carbone, des cycles de l'eau, pour réussir à savoir où l'énergie va passer, où le CO2 va être stocké ou pas stocké. Est-ce qu'il y a des incertitudes physiques dans les modèles aujourd'hui? Je pense aussi par exemple aux aérosols, au comportement de la végétation, qui sont particulièrement difficiles à faire progresser. Est-ce qu'il y a encore en recherche fondamentale, des points vraiment, des nœuds de résolution des modèles qui méritent encore d'être travaillés? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que les différents modèles, pour la même concentration de dioxyde de carbone, il y a des modèles qui nous disent tiens, ça fait 2 degrés, et puis d'autres qui disent ça fait 3 degrés, quoi. Bon, là aussi, je simplifie à l'extrême. La principale cause de cette incertitude, de cette différence entre les modèles, ce sont les nuages. La prise en compte des nuages, c'est le fait que dans un climat plus chaud, peut-être qu'il va y avoir plus de nuages, moins de nuages, des nuages qui sont plus ou moins hauts, donc qui ont un impact sur le rayonnement solaire et sur l'effet de serre qui est différent. Et donc, c'est cette prise en compte des nuages dans les modèles qui génère la plus grande incertitude. Maintenant, vous avez cité les aérosols. En fait, l'incertitude est plutôt sur le climat présent. Aujourd'hui, on sait que, je vous ai dit, le climat s'est réchauffé de 1,3 degré. On sait qu'il y a eu un effet réchauffant des gaz à effet de serre. On sait qu'il y a eu un effet refroidissant plutôt des aérosols. Finalement, la question scientifique, c'est est-ce que le climat est très sensible à ces perturbations, ou au contraire, est-ce que finalement l'impact des aérosols il n'a pas été si important que ça, et puis la sensibilité climatique elle n'est pas si élevée que ça. Donc le réchauffement climatique qu'on a aujourd'hui, il y a une vraie question sur les aérosols et la sensibilité climatique. Pour le climat du futur, la plus grande incertitude, c'est vraiment lié à comment est-ce que les nuages vont réagir à ce réchauffement. Et puis, il y a un petit peu d'incertitude sur la réponse de la biosphère. Justement, est-ce que, tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que la biosphère va continuer à absorber du carbone comme elle le fait aujourd'hui? Ou au contraire, la biosphère, elle ne va pas supporter le changement d'humidité. Et par conséquent, là où il y a aujourd'hui des puits de carbone, ça pourrait soit devenir des sources de carbone, ou en tout cas devenir neutre. Et donc, ça nous aiderait moins qu'aujourd'hui. Alors, ça nous amène peut-être justement à une notion de point de bascule climatique. Quand, par exemple, le réchauffement va avoir un effet très fort sur un milieu vivant, l'océan, par exemple. Dans l'océan, il y a de très nombreux micro-organismes qui stockent du carbone, parce que leur métabolisme leur fait stocker du carbone. On peut imaginer que le réchauffement rende leur vie plus difficile, parce que l'eau est plus chaude, plus acide, et que donc ces micro-organismes fassent moins leur travail. Alors, je donne un exemple vraiment à la main, à la volée, mais c'est pour dessiner le fait que la température dans un milieu donné, dans l'eau en particulier, puisse changer les conditions chimiques de l'eau et que, par retour, ça ait un effet sur le climat. Donc, est-ce qu'il y a des effets d'emballement ou au contraire, on va dans l'autre sens, on se met à moins réchauffer parce que, d'une certaine manière, on a un peu de chance, ça va produire des phénomènes qui ne se produisaient pas auparavant du fait même du réchauffement. Est-ce qu'il y a des points de bascule de ce genre? Alors, donc un point de bascule, effectivement, c'est lorsqu'une petite perturbation supplémentaire conduit à un grand changement. Typiquement, l'Amazonie qui est aujourd'hui en équilibre, mais on voit déjà des zones où, quand il y a des sécheresses qui durent 1 an, 2 ans, ça peut avoir un impact important sur les végétaux, sur les arbres. Si on diminue un petit peu les précipitations, elle diminue encore un peu, la forêt souffre, mais elle tient encore. Et puis, au bout d'un certain seuil de précipitation, là, la forêt, elle meurt. Et ensuite, elle est remplacée par complètement autre chose. On voit bien, en fait, dans la nature autour de nous, que différents climats, ça conduit à différents types de végétation. Et donc, différentes températures, différents niveaux de précipitation, ça peut conduire à un basculement très fort, justement, de la couverture végétale. Quelque chose dont on a beaucoup parlé à un moment, c'était le permafrost,
qui, on se dit, tiens, au-delà d'un certain niveau de réchauffement, le carbone qui est gelé dans ce sol, en fait, il pourrait être dégelé et puis conduire à des émissions de dioxyde de carbone ou de méthane très importantes qui conduiraient à amplifier le réchauffement. Et je vais donner un dernier exemple de point de bascule, c'est les courants océaniques. Aujourd'hui, on observe que les courants marins dans l'Atlantique Nord, qui transportent de la chaleur depuis les tropiques en direction des zones polaires, donc ça contribue aussi à avoir un climat doux en Europe. En fait, on observe que ce courant océanique, son intensité se réduit. On comprend un peu pourquoi. Les modèles nous disent que c'est attendu d'une certaine manière. Et en fait, il pourrait y avoir un effet dans le Malmont où plus il se ralentit, plus ça conduit à se ralentir. Et donc, on pourrait atteindre un niveau de réchauffement, finalement, où, en quelques décennies, ça ne se passe pas du jour au lendemain, on pourrait avoir vraiment un ralentissement très fort de cette circulation océanique, avec des impacts très forts, là, pour le coup, pour la météorologie, parce que aujourd'hui, il y a une quantité de chaleur très importante, en fait, qui est transportée des tropiques vers les pôles par ça. Et donc, si ça s'arrête, la distribution justement des chaleurs et donc de la circulation atmosphérique va être profondément modifiée. Dans les rapports du GIEC qui montrent les résultats des modélisations, les courbes qu'on voit en général, elles ont l'air assez lisses. Elles sont croissantes souvent, malheureusement, mais elles ont l'air assez lisses. Est-ce que néanmoins, elles intègrent ces possibilités-là, ces points de bascule, ou est-ce que c'est laissé de côté pour l'instant ? Alors, normalement, les points de bascule sont des choses qui sont dans les équations. Enfin, disons qu'on n'a pas forcé le point de bascule, mais typiquement, si on a mis correctement les équations qui sont à l'origine des courants dans l'océan, typiquement, on calcule la quantité d'eau qui vient du Groenland parce que le Groenland fond, que ça met de l'eau douce dans l'Atlantique, la densité de l'eau dans l'Atlantique, tout ça, ce sont dans les équations des modèles. Les modèles doivent être capables de reproduire ce genre de bascule. De même pour la végétation. Là aussi, les modèles, normalement, s'ils étaient parfaits, ils devraient être capables d'anticiper ce genre de choses. Mais bien évidemment, il y a tout un tas d'incertitudes. La végétation, c'est quand même extrêmement compliqué. Quand vous mettez de la biologie dans un système, il y a des incertitudes qui deviennent encore plus importantes. Donc, comment est-ce que la végétation réagit au changement climatique? Est-ce que, du coup, il y a une autre végétation opportuniste qui va s'adapter très rapidement? Ça, c'est pas facile à anticiper. Mais dans le principe, les modèles devraient être capables d'anticiper ce genre de choses, oui. Alors maintenant, quand vous voyez les courbes du GIEC, souvent, c'est la moyenne des modèles. Et du coup, s'il y a un modèle qui a dit, tiens, il va y avoir un arrêt de cette circulation océanique en 2070, et puis l'autre modèle, il a dit, non, ça sera plutôt en 2090, et puis l'autre modèle, il dit que c'est en 2120, évidemment, quand vous faites la moyenne de tout ça, ça fait un truc qui est assez lisse, en fait. Et donc, pour vraiment étudier ces points de bascule, on va plutôt aller regarder modèle par modèle, et on va pas regarder les moyennes, en fait. Encore une question sur les modèles, mais tout à fait différente. Vous avez sans doute entendu parler de ce terme qui recoupe plein de choses, qu'est la géo-ingénierie. Il y a pas mal de projets qui disent on va essayer d'intervenir à grande échelle pour que la Terre absorbe moins d'énergie solaire, on en renvoie plus vers l'espace, ou pour stocker davantage de CO2, aider un peu les systèmes naturels à stocker le CO2. Tout ça rentre dans le grand sac de la géo-ingénierie. Est-ce qu'aujourd'hui, certains systèmes pensés dans le cadre de la géo-ingénierie sont intégrés au modèle? Alors, intégrés au modèle, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, les modèles de climat sont utiles pour justement regarder d'abord le potentiel de la géo-ingénierie et puis surtout les risques de la géo-ingénierie. Typiquement, le projet, entre guillemets, de géo-ingénierie qui est le plus crédible, en fait, scientifiquement, c'est un peu de reproduire une éruption volcanique. C'est-à-dire qu'on va aller mettre dans la très haute atmosphère des petites particules. Tout à l'heure, vous avez donné le terme des aérosols. Ce sont les particules solides ou liquides qui sont en suspension dans l'atmosphère et dont la propriété, entre autres, ils réfléchissent une partie du rayonnement solaire vers l'espace et donc ils limitent effectivement la quantité d'énergie solaire qui arrive à la surface et donc ils ont un effet refroidissant sur le climat. Quand il y a eu des très grosses éruptions volcaniques dans le passé, on observe justement ce refroidissement climatique. Donc finalement, ça serait faire ça de manière un peu artificielle. Maintenant, si vous diminuez la quantité d'énergie solaire qui arrive à la surface, ça a tout un tas de conséquences sur la productivité végétale, donc sur l'agriculture, mais ça peut avoir aussi des conséquences sur la circulation atmosphérique, parce que en fait, vous changez pas donc l'absorption du rayonnement solaire de la même manière partout. Et donc typiquement, je donne un exemple, c'est on pense que ça va diminuer l'intensité des moussons. Diminuer l'intensité des moussons, c'est pas sans impact en fait sur l'agriculture de tout un tas de régions. Donc les modèles de climat, ils peuvent être utilisés
pour regarder un petit peu le potentiel de la géo-ingénierie, de dire, si vous voulez réduire la température de 0,5 degrés, combien de millions de tonnes de soufre il faut mettre dans l'atmosphère. Voilà, ça, le modèle de climat, il peut nous le dire. Et puis, il va nous dire aussi, attention, si vous faites ça, voilà un peu quel va être l'impact sur la température moyenne, c'est autre chose, mais sur les précipitations en Inde, c'est autre chose, les précipitations en Europe, ça peut être autre chose. Donc, voilà, le modèle de climat, il est extrêmement utile pour décider si c'est une bonne idée ou pas de faire de la géo-ingénierie, sachant qu'il y a aussi d'autres questions éthiques qui vont se poser. L'exemple que je donnais là des aérosols dans l'atmosphère, le truc c'est que ces aérosols, ils finissent par retomber, et donc si vous voulez garder une température un peu plus froide, il faut balancer en permanence des aérosols dans l'atmosphère, et donc en fait vous êtes en train de demander aux générations futures de continuer à faire ça. Donc ça c'est une question éthique. Là, pour le coup, c'est plus une question climatique. Donc, les modèles de climat ne répondent pas à tout, mais ils peuvent répondre à certaines choses. Alors justement, la climatologie aujourd'hui, elle peut pas répondre à tout, mais elle a des questions importantes encore à se poser. Pour vous, c'est quoi l'avenir de la recherche dans les sciences du climat ? Qu'est-ce qui est important encore à creuser ? Vous avez parlé des nuages. Et puis, il y a un contexte un peu particulier. Est-ce qu'il est plus dur aujourd'hui de faire avancer les connaissances en climatologie au moment où, côté américain, il y a pas mal de projets qui sont ou mis en suspens ou carrément abandonnés ? Comment il se dessine l'avenir de la science du climat dans le monde ? Effectivement, c'est vraiment deux questions différentes. On va dire avant l'arrivée de Trump et puis après. Donc, avant l'arrivée de Trump, les sciences du climat, c'est d'une part de réduire les incertitudes. Vous avez parlé des nuages, il y a aussi sur la biosphère, des choses comme ça. Peut-être aller vers les plus fines échelles aussi pour pouvoir vraiment regarder les effets locaux. Typiquement, un réchauffement climatique de temps, qu'est-ce que ça veut dire sur les événements cévenols ? Aujourd'hui, avec les modèles de climat, on peut absolument rien dire sur les événements cévenols. Donc, aller vers la plus fine échelle pour pouvoir dire, dans ma région à moi, le changement climatique, ça donne ça. Et puis peut-être aussi, justement, aller dans le domaine des solutions. Telle solution, ça pourrait avoir tel impact sur le climat. Donc, aller vraiment, d'une part, vers les services, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, mais finalement, pour mon activité à moi, le changement climatique, ça veut dire quoi ? Il y a tout un tas de secteurs où les gens n'ont pas juste besoin de la température moyenne, quoi. La température moyenne, pour eux, c'est rien. Ils ont besoin de réponses, et ça peut être les extrêmes, ça peut être plus sur le côté précipitation, la probabilité d'un certain nombre d'événements. Alors maintenant, pour la deuxième partie de la question, aujourd'hui, l'arrivée de Trump, ça a des impacts, mais considérables, et à un niveau auquel je ne m'attendais pas du tout. Manifestement, j'étais pas capable de prévoir ce qui allait se passer sur l'arrivée de Trump. Je pensais qu'aux États-Unis, il y avait le système quand même, il y a plein de contre-pouvoirs, et donc il y a une grande résilience finalement de la science. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc l'administration Trump a décidé d'arrêter un certain nombre de programmes d'observation. C'est vrai que le système d'observation mondiale du climat reposait beaucoup sur les États-Unis. La NASA a lancé plein de satellites qui permettent d'observer le climat, mais aussi il y a tout un réseau de sondes sur les océans. Notre connaissance de l'intérieur des océans repose là-dessus. Et les États-Unis aujourd'hui disent « nous, ça nous intéresse plus, on arrête ce programme ». Les autres pays peuvent peut-être continuer à financer ça, mais ça aura quand même un gros impact. Tout à l'heure, on a parlé des satellites d'observation du CO2, donc il y a un satellite américain qui fait ça. L'administration Trump a dit « vous l'arrêtez l'année prochaine, je veux plus, vous le désorbitez. L'exploitation de ce satellite, ça coûte quand même pas grand-chose, c'est pas grave, on l'arrête et puis on le fait redescendre, il fait brûler dans l'atmosphère. Pour moi, c'est inimaginable. Et puis, il y a des réductions très importantes sur le nombre de gens qui peuvent travailler là-dessus aux États-Unis. Et puis, ils sont interdits de voyager, donc il y a beaucoup moins de communication avec les collègues. Donc ouais, il est en train de se passer des choses aux États-Unis, alors qu'ils étaient quand même une force très importante sur l'observation du climat. Si on regarde chez nous, le climato-scepticisme, il ressemble à quoi ? Je vais citer juste un chiffre, c'est un baromètre de l'ADEME Ipsos de cette année, de début de l'année 2025. 30% des personnes interrogées en France, on parle d'un public adulte, estiment que c'est un phénomène naturel, je cite, comme il y en a toujours eu. Est-ce que vous avez l'impression que ça évolue dans un sens précis, ou est-ce que d'année en année, c'est finalement assez stable, vous entendez ça tout le temps ? Comment ça se dessine ? Moi, je suis assez optimiste sur cette question-là. Je pense qu'en France, la situation s'est bien améliorée sur les 20 dernières années. Il y a 20 ans, dans les grands médias, il y avait la moitié des articles qui posaient cette question-là, ou même qui allaient jusqu'à nier le fait même qu'il y ait un réchauffement climatique. Vous aviez un ministre de l'Éducation nationale, grand scientifique, qui disait ça à la télévision. Ça, c'est complètement terminé. C'est-à-dire que tous les grands médias
ont accepté le fait qu'il y avait un réchauffement climatique, que ce réchauffement climatique est dû à l'homme et qu'il y allait avoir une amplification de cet effet-là. Voilà. Donc, tous les gens qui sont en position de décider, ils acceptent aussi ce fait-là. Ensuite, qu'il y ait 30% de la population française, je veux croire que ce sont essentiellement des gens qui ne se sont pas vraiment intéressés à la question, parce qu'ils ont d'autres préoccupations du quotidien qui sont plus importantes. J'ai l'impression que les gens qui ont vraiment regardé ça, qui s'intéressent à la question, ne nient plus le fait que le réchauffement climatique, il est dû à l'homme et que si on veut réduire le changement climatique, il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre. Par contre, il y a du vrai débat au sein des gens qui se posent la question, de savoir quelle est la bonne manière de faire. Éventuellement de dire, mais nous, la France, de toute façon, on est tout petit par rapport au reste du monde, donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose, quelles que soient les actions qu'on prenne. Ça, c'est pas faux scientifiquement de dire ça. Hein. Malheureusement, je suis en désaccord avec ça, mais je peux pas dire que c'est anti-science. Ensuite, il y a des gens qui disent, la solution, c'est d'aller vers une sobriété extrême. Il y a des gens qui disent, mais non, ce qu'il faut, c'est mettre des éoliennes et des panneaux solaires partout. Et puis il y a d'autres gens qui disent, mais non, il suffit de faire du nucléaire, les éoliennes, ça sert à rien, c'est débile. Il y a des gens qui disent que ceux qui sont contre les éoliennes, ce sont des climato-sceptiques. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que la science ne dit pas que la solution, c'est celle-là. Donc, il y a des débats avec, à mon avis, pas mal de bêtises qui sont dites, mais on n'est plus dans le cadre du climato-scepticisme, avec ma définition de ce terme. Merci pour cette belle exploration des sciences du climat. Je vais vous proposer 3 questions transverses. La première, vous avez choisi, de quoi êtes-vous sûr sans pouvoir le prouver ? Que le réchauffement climatique, il est dû aux activités anthropiques. Toute la communauté scientifique en est infiniment persuadée. Mais si vous me demandez une preuve au sens mathématique du terme, je suis incapable de vous la fournir. On est dans le cadre du « on comprend, on est à peu près sûr ». Mais si vous me demandez de prouver qu'il n'y a pas un autre mécanisme complètement inconnu qui existe et qui, en fait, est la cause de tout ça, surtout sans bien définir ça, vous avez peut-être entendu parler des gens qui disent que c'est le Soleil, en fait, il y a des variations du flux galactique avec des mécanismes qu'on ne sait pas très bien, mais peut-être qui sont là quand même. Si vous me demandez de prouver que ce truc-là n'existe pas, je ne sais pas faire. Je ne sais pas démontrer qu'un truc n'existe pas, quoi. Donc je n'ai pas de preuve au sens mathématique, mais j'en suis intimement persuadé et je suis en accord avec toute ma communauté sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une expression ou une pratique dans votre domaine ou dans la science en général qui vous agace, d'où vous dites il faut arrêter ? Le problème qui me gêne dans la recherche aujourd'hui, c'est la multiplication des articles et la multiplication des journaux qui permettent ça, et donc finalement la décroissance de la qualité des publications scientifiques. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé au cours de ma carrière, avec une inflation aujourd'hui, si on publie pas 10 articles par an, c'est qu'on est un mauvais, alors que quand j'ai commencé, si on faisait un ou 2 bons articles dans l'année, c'était très bien. Et voilà, du coup, on peut plus suivre finalement la littérature. Et aussi, il y a des journaux de très mauvaise qualité qui sont prêts à publier absolument n'importe quoi. Et l'effet pervers, c'est que du coup, il y a des gens qui disent « Ah ben si, regardez, ça existe, je l'ai publié dans une revue scientifique. » Et donc, ça rend le débat un peu plus difficile. Parce que c'est publié dans une revue scientifique, ça n'a jamais été une preuve que c'était la vérité, mais c'était quand même un garde-fou très important. Et ce garde-fou, il est en train de sauter, parce que en fait, aujourd'hui, on peut publier n'importe quoi. Et voilà, je regrette ça. Il y a un peu une complaisance, peut-être de tout le monde, c'est-à-dire que aussi qu'on est reviewer, ok, c'est pas terrible ce papier, mais finalement, ils ont bien travaillé. Puis moi, j'ai publié aussi des articles qui n'étaient pas tellement plus mauvais, donc je le laisse passer, quoi. Donc je trouve que voilà, dans la communauté, il y a pas assez de rigueur sur ce que devrait être la qualité des publications scientifiques. Et c'est quelque chose que j'ai vu évoluer au cours de ma carrière. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui vous rend optimiste ? Moi, je suis profondément optimiste. En fait, la capacité de l'humain à s'adapter à des choses difficiles est, je pense, démontrée. Quand on voit qu'il y a des humains qui habitent de tout temps au Groenland et d'autres qui habitent dans les zones les plus chaudes du Sahel ou de l'Indonésie, moi, je suis certain qu'on va savoir s'adapter en partie
au réchauffement climatique. Alors, ça ne veut pas dire que la Terre sera capable de nourrir encore 7, 8, 9 milliards de personnes. Donc, ça va passer par des moments difficiles, voire des moments absolument dramatiques pour certaines populations. Mais l'humanité va poursuivre. Je n'ai pas de doute sur l'humanité qui poursuit. Et juste pour vous dire, moi, j'ai 6 enfants. Si j'ai fait des enfants, c'est bien que je pense que la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et que même si la vie, dans les décennies qui viennent, vont être plus difficiles que la vie que j'ai eu la chance de vivre, je suis persuadé que ça reste et ça restera quelque chose de formidable et que donc j'ai choisi d'offrir. Vous parliez tout à l'heure de l'absorption du CO2 des forêts. Est-ce que la forêt va réussir à s'adapter au réchauffement climatique ? En fait, moi, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, la capacité de la végétation et des forêts à s'adapter au changement climatique, c'est quelque chose sur lequel il y a des incertitudes importantes. Ça dépend des régions aussi, hein, bien évidemment. On sait, par exemple, qu'en France, il y a des essences qui sont condamnées, mais est-ce que d'autres essences choisies différemment pourront faire le même travail aussi bien ? Moi, ça me paraît crédible, mais là, pour le coup, ça dépasse un peu de mon domaine de compétences. Il n'y a pas de vérité absolue là-dessus, ça dépend des endroits, ça dépend des essences qui vont être choisies. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça passe par une évolution des espèces. C'est-à-dire qu'il y a certaines espèces en France qui sont condamnées. Et du coup, ça passe par un abattage de ces forêts et le fait de planter des espèces qui sont adaptées au climat futur. Est-ce que vous trouvez que l'intérêt pour les matières scientifiques est suffisant et va dans le bon sens ? Une question pour un sociologue, ça, c'est pas une question pour un climatologue. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a moins d'appétence effectivement pour les études scientifiques qu'il y en avait quand moi j'avais 20 ans. Je le vois chez mes enfants, hein, typiquement, je le vois chez les amis de mes enfants. Et je le regrette parce que je pense qu'effectivement la solution, enfin si solution il y a à l'adaptation au changement climatique et à la limitation de nos émissions, ça passe par des solutions scientifiques aussi. Donc ça passe en partie par la sobriété, hein, mais ça passe par des solutions techniques. Donc d'ailleurs, si quelqu'un me dit mais moi j'ai envie de m'impliquer sur le climat, qu'est-ce que je dois faire ? Ma réponse est fais des études scientifiques. Qu'est-ce qu'il faut penser des prévisions qu'on voit un peu partout sur l'impact du changement climatique dans telle ou telle région de France ? Par exemple, il pleuvra plus en Bretagne, le climat de la Côte d'Azur deviendra invivable, etc. Est-ce qu'on en est à ce niveau de précision aujourd'hui ? Tout à l'heure, je crois que j'ai dit que les modèles de climat, ils tournent à une centaine de kilomètres de résolution. C'est un peu un ordre de grandeur. Donc, du coup, on peut arriver à faire des différences entre le nord de la France et le sud de la France. J'ai dit aussi que le bassin méditerranéen allait s'assécher. Ça, c'est pas une certitude, hein. J'ai pas de preuve à ça, mais disons que c'est un résultat convergent des modèles. Bon, par contre, les mêmes modèles de climat nous disent plutôt qu'il va y avoir plus de précipitations dans le nord de l'Europe, y compris le nord de la France. Donc, où est-ce qu'il y a un peu la limite où il va y avoir plus de précipitations, moins de précipitations? En France, là, il y a une grande incertitude. Par contre, il y a un résultat qui est assez convergent dans les modèles, c'est que on va plutôt avoir plus de précipitations en hiver et on va avoir plutôt moins de précipitations en été. Donc, on va avoir une saisonnalité qui va devenir plus importante. Ça, c'est un résultat qui est assez robuste. C'est-à-dire que la plupart des modèles me disent ça. C'est ça, un résultat robuste. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on parle d'humidité des sols, quand on parle de débit d'eau dans les rivières, c'est pas que les précipitations qui comptent, c'est aussi l'évaporation. Or, avec un climat plus chaud, il va y avoir plus d'évaporation. Ça, pour le coup, c'est une certitude absolue. Et donc, même à précipitation constante, en fait, vous avez moins d'humidité dans les sols, donc situation plus favorable au feu. Et puis aussi, vous avez moins d'eau dans les rivières. Donc, en fait, ce résultat d'aller vers quand même un assèchement des sols et un assèchement des rivières, c'est un résultat qui est assez robuste, en particulier en été et aussi un peu en hiver. Merci François-Marie Bréon. Merci. Quand on parle de climatologie, aujourd'hui, on ne parle plus seulement de science. Les climatologues sont au milieu de l'agora, certains les voient comme des éclaireurs, d'autres comme des oiseaux de mauvais augure, certains encore ont décidé de ne pas les écouter. Mais la climatologie, c'est d'abord une science, et donc des mesures et des modèles. Ce que j'ai trouvé passionnant dans cet échange avec François-Marie Bréon, c'est sa façon très concrète et précise d'expliquer comment les climatologues savent ce qu'ils savent.
J'ai ainsi appris que c'est dès les années 50 que le lien a été fait entre combustion des sources d'énergie fossiles et concentration croissante de CO2 dans l'atmosphère. J'ai compris aussi que si on continue à vouloir mesurer cette concentration avec précision, c'est pour mieux prévoir ce que vont devenir les puits de carbone. Est-ce que les milieux naturels vont continuer à absorber la moitié des 40 milliards de tonnes de CO2 que les humains envoient dans l'atmosphère chaque année ? Merci d'avoir écouté À l'écoute de la science, un podcast de Pour la science, réalisé en partenariat avec le Collège de France, produit par Louis Créative. Merci à François-Marie Bréon d'avoir pris le temps de partager sa passion et ses connaissances. Merci au Collège de France et à David Adjemian de nous avoir accueillis. Merci aux abonnés de Pour la science d'être venus nombreux. Merci à Gautam Shukla et Marion Girard pour la réalisation et la production de cet épisode. À l'écoute de la science est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur pourlascience.fr, retrouver nos magazines et hors-séries en kiosque et vous abonner à ce podcast bien sûr.